et que vous êtes en forme pour nous présenter les poèmes. Merci Mikélie, je viens de recevoir votre message. C'était pas obligé de l'envoyer, mais merci, j'ai déjà regardé un petit peu et c'est fort intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai pas préparé quoi que ce soit. On va s'écouter les uns les autres et puis on verra si ça dure 1 heure. Sinon, je vous laisserai tranquille. Je vais juste vous parler de l'examen avant de quitter le cours. Alors, vous préférez que je commence en parlant pour... Ah voilà, il y a Tomoko qui vient de se connecter. Il manque quelqu'un encore, mais je ne sais pas qui. Je regarde. Il manque Laura Solano. Je ne sais pas si elle va se connecter aujourd'hui. Bon, écoutez, je commence par parler de l'examen, comme ça, tant que tout le monde est là, si après vous devez partir, au moins j'aurai déjà présenté l'examen. D'accord ? Alors, est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Il n'y a pas de la caméra. Je vois qu'Olga, aujourd'hui, vous n'avez pas la caméra. Oui. Peut-être que je vais essayer de me connecter avec mon portable, au moins ça va marcher. C'est surtout quand vous présenterez le... Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra de ordinateur, mais je vais essayer de me connecter avec mon portable. D'accord. Écoutez, je vais déjà parler de l'examen, puis après vous pourrez vous connecter, reconnecter. Alors, l'examen, ce sera, je ne sais plus, ça a été... Ah elle est là, Laura arrive. Voilà, comme ça vous êtes au complet, c'est super. Je suis contente de tous vous voir pour ce dernier jour, enfin vous voir rapidement. Donc, bonjour Laura. J'ai crié, pardon. Je disais juste que j'allais présenter l'examen, vous parler un petit peu de l'examen, puis après on commence le cours, je laisserai la parole à chacun de vous. L'examen sera donc le jeudi 6 mai de 13h30 à 16h30. J'ai prévu, comme la première fois, un créneau horaire de 3 heures, mais si ça dure que 2 heures ou 2h30, ça ira. Vous n'êtes pas obligé de rester 3 heures. Sur quoi va porter l'examen ? Comme la première évaluation, je dis examen, bon, c'est pas le terme exact, c'est une évaluation, c'est un peu différent. Vous aurez des questions de connaissances littéraires et une analyse littéraire. Alors, je ne vais pas traiter les connaissances littéraires des mouvements littéraires du 19e siècle parce qu'on l'a déjà fait pour la première évaluation. Donc, tout ce qui est réalisme, romantisme et naturalisme, on l'a fait, je ne vais pas le répéter. En revanche, tout ce qui est connaissances littéraires, plutôt dans l'analyse, les figures de style, la terminologie, donc lexique péjoratif, lexique amélioratif, etc. Les strophes, enfin la versification pour les poèmes, ça, il faudra connaître. D'accord ? Donc, tout ce que j'ai envoyé depuis la deuxième partie, disons, de ce cours. Voilà. Vous devez connaître aussi la biographie, alors pas la biographie entière, mais tout ce qu'on a présenté pour Amélie Nothomb. Connaître un peu l'histoire du livre. Tout ça, il faudra le savoir parce que je vais vous poser des questions sur ça. Et sur le lexique du poème, donc la versification de la poésie, et du théâtre aussi, les apartés, les didascalies, des choses comme ça. Est-ce que pour l'instant, ça va ? Donc ça, c'est pour la première partie, connaissances littéraires, connaissance des termes techniques, etc. Et en deuxième partie, vous aurez une étude de texte. Alors, je réfléchis encore parce que j'aimerais vraiment faire une partie sur Amélie Nothomb, sur Stupeur et tremblement, et une autre partie sur un poème ou un extrait de théâtre pour couvrir les 2 dernières séquences que l'on a faites. Donc, si c'est ça, je pense que je vais faire comme ça 2 petites parties d'analyse de texte. Donc, un extrait de Stupeur et tremblement et un poème ou un extrait de théâtre de la contestation, avec
comme d'habitude, comme on fait en classe, des questions auxquelles vous devez répondre. Voilà, sur de l'analyse littéraire, pas trop poussée, pas trop compliquée non plus. Ça va? Et est-ce que vous pouvez faire une petite... bon, j'ai fait ma liste, mais est-ce que vous pouvez peut-être que nous envoyer par mail les choses vraiment qu'on doit étudier? Comment? Nous envoyer par mail. Ah oui, je peux vous faire un mail après, il n'y a pas de souci. Ah, bah, super. Oui. Je fais un mail récapitulatif, c'est ça? Oui, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ça? C'est bon? Alors, juste une minute, s'il vous plaît. J'arrive. Voilà, excusez-moi. Donc, il y a Olga qui s'est reconnectée. Je l'attends et puis on commence. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour commencer à présenter son travail? Excusez-moi. Moi, Ichiro, il a je, levé. je peux lire premièrement? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Olga, c'est bon, vous êtes reconnectée? Oui. Super. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, également partager notre écran pour voir le Ah oui? poème en langue originale? Alors, attendez, est-ce que vous avez la possibilité de faire ça ou c'est moi qui dois... Ah oui, voilà, plusieurs participants peuvent partager simultanément. Oui, on a le bouton d'écran partagé. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, c'est moi l'élève, c'est vous le professeur. C'est moi l'étudiante, pardon, c'est vous le professeur. Bonjour Tomoko. Bonjour. Ok, alors on écoute Ichiro, vous faites comme vous voulez, si vous voulez partager l'écran, voilà. On vous écoute. Merci. Le titre, le poème est Mon oncle. Mon oncle est décédé à l'âge de 24 ans. Il s'est rendu au champ de bataille à l'âge de 20 ans. Il serait décédé dans l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne le connais qu'en les photos. Ma mère, qui a perdu son seul grand frère, m'a dit un jour, il avait été gentil et les lettres qu'il écrivait avaient été belles et son urne retournée avait contenu seulement 3 cailloux. Moi, je suis né 9 ans après la mort de mon oncle. Quand j'étais petite, j'ai vu un invalide de guerre jouant de l'accordéon à la gare et j'ai pensé que ce invalide était un autre soi de mon oncle. J'ai également pensé que ça pourrait être l'homme faible qui a été laissé dans ce monde par mon oncle. Je me demande si mon oncle voulait revenir quand il a finalement quitté son corps quelque part dans le nord de la Chine. À cette terre où la guerre n'est pas encore terminée au XXIe siècle. Fini. Merci beaucoup, Ichiro. Donc, j'ai des questions. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, moi, je vais avoir des questions certainement à vous poser, mais vous pouvez tout à fait intervenir et vous poser des questions entre vous. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance ouverte. Voilà. Un peu d'explication. Explication. Explication Oui. de moi. La courte biographie de l'auteur de ce poème est Madame Hiromi Asayama.
elle est née en 1954 à la ville Kyoto. Elle est une poète. Le poème original a été écrit en japonais, mais j'ai fait de traduction du japonais au français. Pourquoi j'ai choisi ce poème? Parce que c'est facile à comprendre. En quoi Dieu l'apprécie. Son sentiment est naturel. En quoi il me touche. Il me semble que l'auteur a un rêve impossible. Et il me semble que l'auteur veut voir son oncle, si possible, dans ce monde actuel. Et je pense que son message est l'objection contre la guerre. Contestataire contre la guerre. Merci Ichiro. Oui, c'est assez clair que le message est contestataire contre la guerre. C'est très bien. Votre traduction en français, elle est bien. Hein? On a bien compris le cadre, le contexte. Est-ce que vous voulez aussi le lire en japonais? Japonais? Oui, alors il y aura seulement Tomoko qui va comprendre, mais c'est pas grave. Nous, ça nous permet d'entendre un poème étranger, d'entendre une langue. Vous savez, dans la poésie, il y a la versification, il y a les jeux sur les sonorités. Tout ça va créer un poème, donc c'est intéressant de l'entendre en langue originale aussi. Ok. Je vais lire. Le titre, Watashi no oji-san. 24で死んだ私のおじさん。20歳で戦地に赴き、終戦の年に死んだという私のおじさん。写真でしか知らない私のおじさん。気が優しくて字が綺麗だったと。戻ってきた骨壺には小石が3つ入っていたと。ただ一人の兄を亡くした母は語った。その人の死後、9年経って生まれた私は幼い頃駅でアコーディオンを弾いている少尉軍人を見て、おじさんの分身だと思った。この世に残された薄い影かもしれないと。北氏と呼ばれていた中国河北省の伊豆湖下で、いよいよ肉体を離れるとき、私のおじさんは願っただろうか。もう一度戻ってくることを、21世紀にもまだ戦の終わらないこの地上に。Merci Chiro. Alors, est-ce que on a entendu, hein, je pense que tout le monde a entendu les mots qui répétaient. Je ne sais pas bien les prononcer, mais Watashi no Muji-san. Watashi no Oji-san, mon oncle. Voilà, ça veut dire certainement mon oncle. Vous voyez comme c'est intéressant d'écouter du coup les deux langues et Ichiro a commencé par le français, donc on a pu comprendre que Watashi no Muji-san, je sais pas comment on dit, ça signifie mon oncle. C'est très joli, hein, enfin moi j'aime beaucoup la langue japonaise. Je comprends absolument rien, ou 3 mots peut-être, mais c'est très joli à entendre. Et on entend justement l'anaphore, même si on comprend pas la langue, on l'a bien entendu la répétition de mon oncle, mon oncle, mon oncle. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques à faire sur ce poème? Ça va? Alors, un deuxième volontaire, tout à l'heure, je ne sais plus, vous avez parlé en même temps, donc je ne sais plus qui était volontaire pour passer. Merci beaucoup, Ichiro, et bravo pour votre travail.
Merci. Très intéressant. Peut-être que moi, je peux Oui. présenter. Allez-y. Bon, j'ai choisi en fait, c'est plus une chanson. Oui. C'est un poème, mais c'est aussi une chanson. Et je voulais vous montrer les paroles, comme ça peut-être que c'est plus facile. Je vais essayer de Faire un partage d'écran. Oui. J'arrive. Ok. Je ne sais pas si je peux faire. Alors, vous êtes sur un ordinateur ou un téléphone? Sur un ordinateur. Alors, est-ce que vous savez comment faire? Ah là, déjà, on vous voit. Bonjour, Micheli. Si je peux pas faire, est-ce que vous pouvez faire Ah oui, oui. Parce Je que vais partager mon écran. Oui. Alors, attendez, il faut que je retrouve votre mail D'accord. qui n'est pas loin. Je sais pas, je crois que j'ai pas fermé ma boîte. Ah non, vous étiez pas loin. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous me dites quand je dois changer de page, hein, Micheli, comme ça. D'accord? Tout le monde voit? Alors, je vais vous enlever du milieu. Oui. J'arrive. Ah, vous êtes là. Oh. Vous êtes bloqué en haut, j'arrive pas à vous enlever, je sais pas pourquoi. C'est ennuyeux. Ouais, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Je veux juste faire des petites remarques avant. Comme ça, peut-être que ça va être plus facile après de comprendre. Mais la chanson, elle parle des gens, des migrants qui sont venus des États du nord et nord-est du pays pour aller à la métropole où il y avait des usines. Et alors, c'est cette différence des vies et comme les gens souffrent pour ne pas être habitués à une grande ville, à la capitale. Et bon, je commence à lire. Pour être de l'arrière-pays de Cerrado, de l'intérieur de la brousse, de la Caatinga de Sweden, je sors à peine. Je n'ai presque pas d'amis. Je ne peux presque pas rester en ville sans être bouleversée. Pour être de là, certainement, pour cette raison, je n'aime pas un lit moelleux. Je ne sais pas comment manger sans la viande des porcs. Je parle à peine, je ne sais presque rien. Je suis comme des errants dans cette foule des bétails marchant sans bout. Bon. Ici, dans la première partie de la chanson, pour être de l'arrière-pays de Cerrado et Caatinga, qu'on va dans la 4e strophe ou 4e verse, c'est notre type de végétation. Et c'est la végétation assez sèche c'est vraiment du nord-est du pays, du Brésil. Et il ne parle pas aux gens, il ne sort pas, parce que c'est ça, il n'a presque pas d'amis, ils ne connaissent pas grand-chose là-bas. Et à cause des bruits de la ville, des voitures, des usines, de l'industrie, des transports publics, les bruits que les gens font dans la rue, il est toujours un peu énervé. Et voilà. Dans la deuxième partie, pour être de là, certainement pour cette raison, il n'est pas habitué à avoir des conforts dans sa vie. Et alors, un lit moelleux, c'est comme ça qu'on dit? Moelleux. Un lit moelleux, pour lui, c'est un peu étrange d'avoir. Et aussi les habitudes
au niveau d'alimentation, il mange pas dans sa région. Normalement, il mange pas sans la viande des porcs. Et là-bas, peut-être qu'il commence à changer. Il n'aime pas ça. C'est ça qu'on peut distinguer la différence des deux types différents des gens au Brésil. Il parle à peine, il répète ça. Je ne sais presque rien parce que vraiment, il ne sait rien de la grande ville. Il est comme des errants. Je ne sais pas si cette traduction, c'est vraiment... Alors, oui, des errances, des personnes qui errent, donc qui marchent sans but. Oui, vous le dites après sans but. Ouais, Ouais. exactement. Dans cette folle des bétails, marchant sans but. Bétail, c'est des vaches, non? Des troupeaux de vaches ou de veaux. Et ça, c'est une vision, parce que dans les villes grandes, on a par exemple le tramway, et alors on va tout le monde à l'heure de travail ou avant le travail marcher vraiment on dit sans but, mais ils vont toujours au travail. Et cette image pour lui, c'est différent d'avoir tout le monde coincé dans un endroit comme des vaches dans un endroit comme ça. Après, je peux lire pour vous en portugais. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, volontiers. je veux chanter un peu. Allez, c'est parti. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como res desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Voilà. Merci, bravo, hein, c'est très joli. Et après, j'ai fait quelques remarques pour... vous pouvez changer de... Oui. Deuxième page, voilà. C'est juste pour dire que la chanson part d'une période de migration au Brésil. Et la migration à São Paulo, c'était le destin des gens qui sont venus du nord-est et du nord du pays, on va voir ça. C'était exclusivement à cause du travail et des meilleures conditions de vie, parce que dans leurs États, il n'y avait pas d'industrie, et ils travaillaient juste toujours à la campagne. Et comme il y avait toujours le problème de sèche, je ne sais pas comment on dit. Sécheresse, Sécheresse, oui, exactement. Il n'y avait pas de l'eau, et ils ne pourraient pas planter les choses qu'ils faisaient avant et avoir des aliments et tout ça. Ils ont décidé d'aller à São Paulo, dans la grande ville. Et de 1935 à 1965, au moins 2 millions d'immigrants sont allés à la métropole pour travailler. Et la troisième image, c'est pour montrer ces types de personnes qui chantent cette chanson. C'est vraiment un endroit assez... On ne peut pas avoir des forêts ou rien. C'est désertique un petit peu, non? Oui, exactement. C'est aride, comment on dit ça? Aride, c'est ça. Oui, exactement. Et leur maison, pour voir qu'il n'y a pas de confort dans sa maison. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas habitués, par exemple, à avoir un lit assez confortable. Et voilà, c'est ça. Merci, bravo. Alors moi, j'ai une question. Je reviens sur... de quelle date est cette chanson, vous savez, à peu près? De 1970, je pense. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez présenter... Je connais Gilberto Gil, mais Dominguinhos, c'est comme ça qu'on dit en portugais. Oui, Dominguinhos, exactement. Lui, voilà, qui sont-ils? Lui, il était un grand chanteur au Brésil. Il faisait toujours des musiques folkloriques. Oui. Et
il a comment on dit symphone? C'est un harmonica. Il joue toujours avec un harmonica et normalement, il fait un autre type de style musical qui en danse ensemble, qui s'appelle le foro. Et alors, lui, il est comme notre représentant du foro. D'accord. Ouais. Merci. Ok, est-ce que quelqu'un a une question pour Micheli? Bah, c'était très clair, merci beaucoup. J'ai juste une question, mais est-ce que elle pense participer de Maurice, je sais pas, Eurovision? De quoi? Pardon. Alexander vous propose de participer à l'Eurovision ou à un concours de chant parce que vous avez une belle voix. Ah, merci. Moi, je sais pas. Et c'est bien. Moi, j'aurais pas osé chanter. Enfin, je le fais avec mes élèves au collège quand je présente une chanson, mais là, c'est courageux. Bravo encore. J'ai une très belle voix, mais en tout cas, j'adore trop cette chanson. J'adore la chanson portugaise. En portugais, c'est très, très, très joli. Oui, en plus, c'est vrai que c'est un certain charme le portugais. Hein. Pour eux, c'est assez exotique à entendre en tout cas. Merci. Ok, merci à vous. Alors, une autre personne. Et moi, Allez, Alexander, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, oui. Oui. Parce que j'utilise le casquette. Okay, j'ai choisi le poème s'appelle 25 février 1921 et c'est pourquoi. Il faut expliquer un petit peu le contexte histoire. J'ai besoin juste 6-7 minutes. À la suite de la Première Guerre mondiale et de la série de révolutions en Russie, le 26 mai 1918, la Géorgie a retrouvé son indépendance. Mais en 1921, il y a eu la campagne militaire de l'armée rouge soviétique contre la République démocratique de Géorgie. Les forces soviétiques prenaient la capitale géorgienne de Tbilissi après de violents combats et déclarent la République socialiste soviétique de Géorgie le 25 février 1921. C'est le titre de cette poème. De 1921 à 1991, la Géorgie fut rattachée à l'Union soviétique, même si la plupart des œuvres littéraires continuaient à être écrites en géorgien, mais c'était sur propagandiste et moraliste. Et tout était contrôlé par les censures soviétiques, y compris la littérature. Mais en 1985, le livre 1000 vers de poètes a été publié à Tbilissi. Tous les auteurs de ce livre, sauf un, il s'appelait Nicolas, même Kolau Nadiradze, était décédé. Mais tout le monde a vu parler qu'il a publié secrètement un poème anti-soviétique. Et c'était une chose incroyable. L'État avait tellement beaucoup de mécanismes de protection et c'était impossible de cacher dans un livre, un journal, un magasin, quelque chose d'anti-soviétique. Et cette histoire semblait inimaginable. Il y avait une organisation spéciale pour censure. Elle s'appelait Glavlit. Et rien n'était imprimé ou publié sans lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le dessinateur de livre a eu une idée des échantillons de manuscrits de chaque poète devaient être représentés dans ce livre. Le musée de littérature a été contacté pour ces manuscrits. Ils ont trouvé le manuscrit, ils ont pris des photos. Parmi eux se trouve ce poème avec la légende, avec le titre 25 février 1921. Et dans ce poème, il n'y a rien dit secrètement.
ou de manière métaphorique ou de symbolique. Il y a écrit directement, il y a le liu, les combats en liu, montrer le liu Tabarnela et Kojori. Il y a écrit le garde qui est également tué en défaitant ici. J'ai essayé, c'est difficile pour moi de traduire, j'ai essayé juste de traduire deux vers pour exprimer un sentiment. Il y a écrit avec un drapeau rouge et arrogance, assis sur un cheval blanc, marchant lentement, la mort arrivait avec un faux. Comme vous le savez, le symboliquement, la mort est représentée en littérature et en peinture avec un faux. Faux, c'est un outil manuel pour faucher l'herbe. Donc, l'auteur Kolar Nadiradze, il a évidemment écrit ce poème pour lui-même, il n'espérait pas le publier, puis il a donné à son ami cet manuscrit à Charlotte Demetrazi. Après, Demetrazi est décédé, son archives sont tombées au musée, mais en tous les cas, ce poème a publié et cela rassemblé comme un orage. Une partie du tirage a déjà acheminé vers le magazine, mais par ordre du gouvernement, le livre retournait immédiatement, de arracher cette feuille et mettre une autre. Et certains ont même réussi d'acheter cette édition et donc il existe deux éditions interdites et autorisées. Et qu'est-ce qui s'est passé après tout cela? Cet employé de cette édition, qui s'appelait Mérani, on était viré, l'éditeur est allé en prison et son adjoint, éditeur d'art, artiste, fonctionnaire qui a donné la permission d'imprimer, tout est viré. Et je vais lire l'extrait de ce poème georgien. Touda da Tbilisi Muratalchi, Dumda Sioni da Dumda Halchi, Datschra Kojori da Tabachnela, Holodra Tovits Fiodanela, Epineboda Gmirebis Guamebs, Gangmirul Kerbebs, Dalicil Klavebs, da Uzra Vipo Teberul Zerano, Touda da Tbilisi Muratalchi, Dumda Sioni da Dumda Halchi, იმ გზით, სადაც წინათ ელავდნენ ხმლები, სად სამას გმირთა დაიშნა ძვლები, სად ქართლის დედის წრემლით ნანანი მძიმედ დაეშვა ჩვენი ალავი, სად გმირთა სისხლით ნაყოფიერი, თოვს დაეფარა კწანისის ველი, წითელი დროშით, მოღერი მყელით, თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯით ნელით, შემოდიოდა სიკვდილით სელით, თოვდა და თბილისეურა თალხი, Dunda Sione da Dunda Khalfi. La poète Kolar Nadiradze en 1985 a été critiquée pour avoir publié ce poème et baptisé, maintenant c'est rigolo, mais il a baptisé comme une insulte à la grande révolution d'octobre. Il était très vieux et à l'époque n'a pas été envoyé à prison. Un petit peu à propos de cet poète, il est né en 1995. Il était membre de l'Union de poètes. Excusez-moi, Alexandre, 1895 ou vous avez dit 1995? Oui, 1995. Le poème? Poète. Le poète est né en 1995? Oui. Ben, il est jeune alors. Vitsa, pardon. Ah, j'étais pas sûre. Pas de problème, j'étais pas sûre. Merci. Oui, 1885 et décédé en 1990. Et il était le membre de l'Union de poètes symboliques géorgiennes et des écrivains en prose qui a dominé la littérature géorgienne dans les années 1920. Et aussi intéressant, je trouvais qu'il a traduit beaucoup les célèbres auteurs, parmi eux des œuvres de Charles Baudelaire et Paul Verlaine en géorgien. Donc voici telle histoire épique de ce poème. Et voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant aussi. Un poème du coup historique. J'ai juste une question.
étant donné il ne voulait pas publier son poème au départ, si j'ai bien compris, finalement le poème a été publié. C'était impossible. C'était C'était impossible. à cause de la censure. Oui. Finalement, après, il a été publié. Est-ce que c'est un poème très connu en Géorgie? Ou en tout cas, le poète, est-ce que le poète était très connu Oui, oui. D'accord. Comme poète, il est très connu, mais ils ont retrouvé ce poème après les années. Est-ce que c'est devenu un symbole un peu de résistance ou pas, le poème, ou c'est juste ils l'ont retrouvé après et on l'a publié? C'est pas de symbole, mais le mouvement national qui est cette renaissance à la fin de 80 années, etc. Ils ont utilisé cette poème aussi pour résister, pour trouver indépendance, etc. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Alexander? Non, ça va. Alors, merci encore. On va continuer. Je vois Cara après. J'ai mes petites images de vidéo, donc je vais interroger Cara. Et après, ce sera Olga, du coup. Je fais dans l'ordre. Hein. Bonjour, Cara. Bonjour. Cara. Cara. Alors, excusez-moi parce que je n'ai trouvé pas un poème contestataire que j'aime beaucoup. Alors, j'ai choisi de présenter un poème qui n'est pas contestataire. Alors, vous allez nous l'expliquer, c'est pas grave. J'ai choisi un poème que j'aime beaucoup. C'est un des plus célèbres poèmes de la Grèce. C'est un poème de la Constantine Cavafy et c'est le poème Ithak. Alors, c'est un poème qui est traduit dans beaucoup de langues. Et je trouve une vidéo que j'espère je pourrai partager avec vous. C'est une vidéo avec Nikos Aliaras, si vous connaissez. C'est la journaliste franco-grecque qui fait un récit de poèmes en grec et en français. Ah oui, parce qu'il est parfaitement bilingue, lui. Hein. Il est franco-grec. Si vous n'arrivez pas à faire le partage, envoyez le lien et on prend comme d'habitude, je fais moi. Le problème est que la vidéo est sur le Facebook. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais j'espère que je pourrai faire le partage. D'accord. Alors, je voulais faire le petit commentaire avant et après montrer le vidéo. D'accord. Alors, pour le poète, c'est Constantine Cavafis. Constantine Cavafis, il était né à la seconde moitié du 19e siècle, en 1873, à l'Alexandrie en Égypte, qui était une colonie grecque. Et il est mort dans la même ville en 1933, mais il habite dans plusieurs villes. Il habite plusieurs en Angleterre, à Paris aussi, et en Grèce. Il était un poète grec et aussi un journaliste et un homme de la culture, mais il n'était jamais reconnu pendant sa vie. Alors, il est mort sans savoir que son art était reconnu et maintenant, il est, je pense, le plus célèbre poète en Grèce, mais il n'était jamais savoir ça. Et aussi, il avait un double vie parce qu'il était homosexuel. D'être homosexuel à cette époque-là, il avait une vie cachée, en double vie. Mais il écrit beaucoup de poèmes avec la sensualité et il parle avec l'amour entre le même sexe. Et c'est plus intéressant de lire le poème de Cavafy parce qu'il utilise beaucoup de métaphores, beaucoup de lyrisme, même si dans ces poèmes, le poème que j'ai choisi, tout le poème, c'est une grande métaphore. Et il parle aussi pour les choses universelles et sa poésie est relevante à la vie moderne. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce poème, parce qu'il parle des choses que je pense qui sont relevantes aujourd'hui. Alors, ce poème, Ithaka, a été écrit en 1911 et c'est inspiré de la mythe d'Ulysses, d'Odysseus. Alors, il est inspiré de la grand poème de Homère, Odyssée, et il parle pour le grand retour d'Odyssée appelé la guerre entre la Grèce et la Troie. Et dans son île, Ithaka,
où était le roi. Mais si vous pouvez imaginer, sans ce voyage, il a la durée de 10 ans. Et si vous pouvez imaginer dans la carte, Troie est aujourd'hui dans la Turquie, le nord de Turquie, et Ithaca, c'est une île entre la Grèce et l'Italie. Et il a fait ces voyages, que peut-être aujourd'hui par avion c'est 1 heure ou par le bateau de jour. Et il a fait ça à 10 ans, parce qu'il a beaucoup de catastrophes qu'il a tourné, beaucoup de monstres. Mais dans ces poèmes, ces lectures est utilisée par le poète pour donner une métaphore de la vie. Alors, le voyage d'Odysseus, c'est le voyage de la vie. Et notre vie est difficile, comme ce voyage grand et difficile, mais le poète veut dire qu'on doit être comme Odyssée, on doit avoir plein d'espoir, plein de courage quand on est en phase de difficultés de vie. Et on n'est jamais quitté, parce que Odysseus n'est jamais quitté. Et enfin, après 10 ans, il fait le retour à Ithaca. Et le plus important sens de la poème, c'est que la destination n'est pas importante. Peut-être dans notre vie, on veut faire le succès, on en fait des échecs, mais ce n'est pas important. La chose qui est importante, c'est le séjour, c'est le voyage, et toutes les choses qu'on apprend dans ces séjours, toute la maturité qu'on apprend et toutes les expériences. Alors, c'est le vrai sens de la vie, ce qui nous veut dire qu'on doit vivre et on doit avoir le courage et on ne doit jamais quitter. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ce sens. Je pense que c'est quelque chose que c'est tous les jours relevant. Alors, je vais essayer de partager l'écran maintenant. Il a dit que c'est désactivé par vous, le partage d'écran. Alors, je regarde. C'est l'animateur à désactiver le partage. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Regardez. Je sais pas. Hein, oui, je pense que je peux faire. Ok, super. Partager l'audio aussi. Alors, dis-moi si vous pouvez... oui, là, on voit. Alors, d'accord, je vais faire. Super. Alors, on commence. Il est photographe. Il dit un poème de Constantin Cavafy intitulé Ithak. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que la route soit longue, riche d'aventures et d'enseignements. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μην φοβάσαι. Ne crains pas les λεστριγons, les cyclopes ou la colère de Poséidon. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Tu ne verras jamais rien de tel sur ta route. Si ta raison reste haute, si ton âme et ton corps ne sont touchés que par des émotions choisies. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Tu ne rencontreras pas les λεστριγons, les cyclopes ou Poséidon déchaîné, si tu ne les portes pas en toi, si ton âme ne les dresse pas devant toi. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été où tu entreras, avec quel délice, avec quelle joie, dans des ports inconnus. Να σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις. Attarde-toi dans les comptoirs phéniciens et fais de beaux achats. Σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια κέβαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Nacres et coraux, ambres et ébènes, parfums voluptueux de toutes les sortes. Όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Toujours plus de parfums voluptueux. Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας. Να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους.
Rends-toi dans de nombreuses villes d'Égypte. Apprends encore et encore de leurs érudits. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Garde toujours Ithaque dans ton esprit. C'est vers elle que tu vas. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Mais ne hâte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure beaucoup d'années. Και γέρος πια να ράξεις στο νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Que tu sois vieux déjà en abordant ton île. Riche de ce que tu auras gagné sur ta route, et sans espoir, qu'Ithaque te donne des richesses. Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Η Ithaque t'a donné ce beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a plus rien à te donner. Και αν το χυκί τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα. Ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Même si elle te paraît pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Maintenant que te voilà sage, avec tant d'expérience, tu auras compris ce que les Ithaques veulent dire. Merci beaucoup. Trop cool. Alors, je vais faire un dernier comment. C'est relevant avec Nice ici. Dans le poème, il parle de la porte phénicienne et Nice est marché, je pense, elle était la porte phénicienne. Alors, ici à Nice, à Colline des Châteaux, il y a un parc avec les mosaïques d'Ulysses, d'Odysseus et son séjour, parce qu'il considérait que Nice était un des portes qu'il visitait pendant son séjour, pendant ce voyage. Alors, si vous visitez encore, c'est le mosaïque avec Odysseus et aussi le texte en grec, que c'est le texte de Homère. Merci beaucoup, ça fait des liens du coup. Très joli poème et puis c'est intéressant, la vidéo était sympa du coup. On a la chance d'avoir donc Nikos Aliagas qui est vraiment franco. Je sais pas en grec, il parle parfaitement grec également. Parfaitement. Je pense qu'il parle dans sa maison en grec parce qu'il parle parfaitement. Oui, ben, il parle parfaitement français, donc je pense qu'il a un père grec et une mère française ou l'inverse, mais non, je pense que tous les deux sont grecs, mais ils sont immigrants en France. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça. Parce qu'en plus, il est journaliste en France aussi, enfin, présentateur de TD, etc. Ok, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de questions, c'était très clair. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça va? Alors, après Khara, j'avais dit Olga, s'il vous plaît. Et après, Elina. Je ne sais plus qui y a après. Il y a encore Hossein, les deux Laura et Tomoko. Bon, ça va être un peu plus long que prévu. On a perdu Olga. Ah, on vous voit. Vous n'avez pas mis le micro, Olga, on ne vous entend pas. Ah, attendez. Vous pouvez pas mettre le micro? C'est soit la caméra, soit le micro. Alors, je vous laisse voir un petit peu si vous arrivez à faire les deux. On va passer en attendant. Je vais demander à Elina de présenter son poème. Et, je voudrais aussi partager mon écran. Je voudrais vous montrer le poème, mais c'est en russe. Il n'y a pas de traduction, mais je pense peut-être que c'est un peu intéressant pour voir notre langue. Et aussi, je voudrais vous montrer l'image d'un autre poète. Ok. Alors, normalement, j'ai pas... Oui, voilà, vous pouvez partager. J'ai pas enlevé l'option.
Super, on voit bien là. Oh, ok, c'est bon. Même au début, je voudrais dire un peu de biographie du poète, après pourquoi j'ai choisi son poème, et ensuite de quoi il s'agit, et à la fin, je voudrais lire des poèmes en russe. Donc, le nom du poète, c'est Moussa Jalil. Moussa Jalil est connu en Russie non seulement comme un poète, mais aussi comme un héros de la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été blessé au combat, en fait prisonnier, il a participé à un mouvement contre le nazisme. Jalil a été arrêté par le Gestapo en août 1943. Un an plus tard, lui et 10 autres héros ont été exécutés à la guillotine en prison pour avoir tenté de détruire le Troisième Reich. En captivité, Jalil réussit à écrire plus d'une centaine de poèmes connus sous le nom de Cachier Moabite. Moabite, c'est le nom d'un camp de concentration où Moussa Jalil a été emprisonné. Après la libération d'anciens prisonniers qui étaient dans le même camp de concentration avec Jalil, on transférait ses poèmes en Russie. Et aussi, il y a une autre histoire triste, selon laquelle Jalil a écrit des poèmes dans le sang, parce qu'il n'avait pas d'autre moyen d'écrire des poèmes en captivité. J'ai choisi ces poètes pour deux raisons. Parce qu'il est né dans la même ville que moi, il est né à Kazan. Et aussi, la deuxième raison, parce que ces poèmes sont émotionnellement forts et font l'éloge des héros. Jalil n'est vécu par 38 ans, mais il a laissé beaucoup de poèmes. Le titre de poème que j'ai choisi, c'est Pas de champ. Le poème raconte l'histoire d'un homme qui a participé à la résistance. Il est revenu après la guerre, mais il est revenu sans jambe, il est handicapé. Mais pour cela, ce n'est pas un problème parce qu'il s'est battu pour son pays, il n'a pas trahi son pays et il n'est pas devenu un invalide moral qui pourrait se rendre et arrêter de se battre. Le poème est l'esprit fort d'une personne qui n'abandonne pas. Le personnage principal est prêt à se sacrifier lui-même et sa jambe pour le bien de son pays. Et maintenant, je voudrais lire le poème. Okay. Вернулся я, встречай, любовь моя, порадуйся, пускай без ноги я. Перед врагом я преклонял, он ногу мне за это оторвал. Ударил миной, на землю повалил, ты поклонился, враг торжествовал. Но тотчас дикий страх его сковал, я без ноги поднялся и стоял. За кровь мою разгневалась земля, вокруг в слезах склонились тополя, и моя земля упасть мне не дала, а под руку взяла и повела. И раненый любой из нас таков, 1 против 15 врагов. Пусть этот без руки, тот без ноги, наш дух не сломит подлые враги. Станок бы отдал бы, родной земли и полвешка не отдал бы врагу. Ценой раста ноги сохранить, как ими по земле ходить смогу. Вернулся я, встречай, любовь моя, не огорчайся, что без ноги я. Зато чисты душа моя и честь, а человек, не в этом ли он весь? C'est tout. Merci beaucoup, Elina. J'aime beaucoup écouter le russe. Hein. C'est comme le japonais, je comprends absolument rien. Mais c'est toujours agréable à entendre. Mais je crois que j'aime un peu toutes les langues en fait à écouter, mais bon. C'est assez complet. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas de questions. Donc, je reviens juste sur une information. Vous avez dit qu'il est mort à 38 ans, c'est ça, hein, très jeune. Il est mort dans le camp? Oui, dans le camp de construction. C'est Moabite, le nom de le camp. D'accord. Donc, voilà, mémoire de guerre, c'est toujours... Ça provoque toujours beaucoup d'émotions. Est-ce que quelqu'un a une question pour Elina? Non, c'est bon? Bon, merci encore. Oui? Oui, juste le fait. Est-ce que c'est... je connais pas du tout la littérature russe, la poésie. Est-ce que c'est vraiment lu aussi rapidement que ça? Il faut vraiment... le lire aussi rapidement?
Non, ça dépend le poème, mais ces poèmes nous pouvons lire comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de questions, et c'est mieux pour lire comme ça. Mais bien sûr, nous avons plus lyrique, et nous pouvons lire lentement. Ça dépend de des poèmes. l'interprétation? Oui, ça dépend de l'intention, et aussi ça dépend des personnes. Je lis très vite en mon langue. Et aussi, je parle très vite en russe. Ouais. Ah, C'est pourquoi je lis aussi très vite, bien sûr. Non, c'est normal. Tout le monde parle sa langue maternelle rapidement. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent moins vite que moi. Mais en russe, oui, je parle très, très vite. Merci, Elina. Je vois qu'Olga, vous avez réussi à vous reconnecter. Il y a le son et l'image. Parce que mon portable s'est réchauffé, je pouvais vous attendre, mais vous, non. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, on y arrive. On va vous écouter, puis après on écoutera. J'avais dit, je sais plus qui, Hossein, je crois. Après c'est Hossein. Alors. D'accord. Du coup, moi, je choisis un des 3 athlants de littérature ukrainienne. Chez nous, il est très connu, c'est Taras Shevchenko. Et à l'école, quand j'étais petit, à l'école, on a étudié des petits extraits de plein de poèmes, oui, de ces poètes. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai choisi lui, parce qu'il est très important comme auteur. Et j'ai choisi un poème où elle s'appelle en ukrainien «Ni mертвим, ni живим, ni ненародженим». Ça veut dire c'est pour les gens qui sont morts, pour nous et pour les gens qui vont naître. Du coup, ce poème, à travers les âges, elle est très actuelle, même maintenant. Parce qu'en fait, comme l'Ukraine, elle était envahie et ravagée entre différents empires russes, turcs, polonais, c'était Rich Pospolita aussi. Et nous n'avons pas l'idée nationale très forte. Et c'est à travers l'époque, il a vu ça, et c'est pour ça qu'il voulait dénoncer ces questions. Allez, je vais lire en ukrainien. C'est la fin d'un grand poème. Доборолась Україна до самого горя, і ще ляха її ринають. Замість пива праведною крові з ребер точать. Кажуть, хочуть материні очі. Современними огнями повести за віком, за німцями недоріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна доплата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог кає. Хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути. Я отдав би веселого віку половину, отака от наша слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились високі моги. Перед вашими очима, що розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками,
і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давньої годин, і оживе добра, славна Україна, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Voilà. En fait, l'Ukraine, elle était comme comme mère, mais elle était très malade et ses enfants, ils partaient à l'étranger pour travailler en fait. Et il voulait expliquer à sa manière. Vous m'entendez? Oui. Je crois qu'elle a un problème de connexion. C'est dommage parce qu'elle était en plein de phrases. Olga, vous m'entendez? Ça a coupé. Oui, je vous attends. Ça m'a rejeté. Je sais pas. Ouais. Donc, je vous ai arrêté à le poète voulait expliquer sa manière, je suppose, de voir les choses parce que tout le monde quitte le pays, beaucoup d'Ukrainiens ont quitté le pays pour aller travailler. Je comprends tout à fait. Mais c'est même à l'époque. Maintenant, ils quittent pour travailler, pour gagner d'argent, un peu ça. Mais avant, même, il a aussi, au début, là, j'ai pas lu, il a parlé pour les Cosaques, si vous savez, oui. Quand il y avait Getman, c'est à l'époque, l'ancien, quand il travaillait un peu avec l'Empire, un peu avec les lacs, ici c'est écrit, les Polonais, il n'est pas les nationaux. Il voulait profiter de la situation, sa situation pour s'unir avec les autres pays et pour protéger sa propre identité. D'accord, merci. C'est un point de vue intéressant quand vous avez dit que l'Ukraine n'a pas un fort sentiment national à cause des colonisations diverses, je suppose. C'est vrai que c'est particulier. J'ai juste une question pour ma part. Vous avez dit, je lis la fin d'un long poème. Et déjà, rien que la fin, c'est long. Ouais. Et ça représente quoi, la moitié ou c'est vraiment un très long poème? Je vous dis ça parce que, par exemple, l'Iliade... Oui. Ouais. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Parfois, ces poèmes dans un livre pour prendre 10 pages. Il écrit non. Bon, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Olga? Non? Alors, bravo pour votre travail. Et je donne la parole à Hossein alors. Merci Olga. Alors, bonjour, rebonjour. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, ça marche. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un poème que j'ai choisi. Qui est assez récent parce que dans la littérature perse, on a deux types du poème. Les poèmes littéraires qui sont écrits d'une manière lyrique et qui sont complètement différents de la poésie moderne parce qu'en poésie moderne, il n'y a pas vraiment autant de règles pour les rimes, la lyrisme. Alors, la poète, elle est la poète la plus connue en Iran. Elle s'appelle Parvin Etesami. Ce qui est intéressant à propos de Parvin, c'est qu'elle fait partie
du XXe siècle, mais elle est toujours dans la poésie littéraire. Alors, elle écrit tout le temps, tous ses poèmes sont écrits d'une manière lyrique et qu'elle fait partie d'un mouvement en littérature perse qui s'appelle mouvement consultatif. C'était à peu près tous ces poèmes sont écrits d'une manière comme qu'il conseille de faire ou de ne pas faire quelque chose à travers des exemples vrais dans la vie, dans la société à l'époque. Alors, ce qui est très intéressant parce qu'elle fait toujours des références réelles dans ses poèmes. Alors, ce poème, il était publié en 1935. Parvin, elle était morte très jeune, à 35 ans, à cause de la fièvre typhoïde. C'est une maladie infestive qui l'a touchée et qu'elle a été morte très rapidement. Et c'était juste à 1934 qu'on a commencé à découvrir ces poèmes alors qu'elle avait commencé à les rédiger beaucoup plus tôt que ça, à l'âge de 22 ans. Elle est iranienne, mais sa langue maternelle est turque, comme c'est le cas pour le nord-ouest de l'Iran. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou parlent pas persan, mais elle parlait persan, turc, anglais et arabe à l'âge de 24 ans. Alors elle était déjà très progressif à l'époque. Le titre de poème, ça s'appelle Masto Hoshyar, ce qui traduit en le saoul et le conscient. Alors, le poème, c'est une conversation entre deux personnages, un personnage qui est saoul et un personnage qui est conscient. On va les appeler le garde et le saoul, parce que c'est justement comme une conversation dans l'histoire. Je vais le lire une fois complètement et après je vais l'expliquer. Je ne voulais pas mettre des traductions parce que ce n'est pas vraiment traduisable. Alors je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم راه رفتن نیست. Excusez-moi. گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبحای قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت تا داروغه را گویم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان خود را وارهان. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر غرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست. گفت آگه نیستی که ز سر در افتادت کلاه. گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais le premier mot de tous les vers, c'est goft.
qui traduit a dit. Quelqu'un a dit. Alors, la conversation a lieu entre un garde qui a trouvé une personne dans la rue qui est saoule et il est en train de le faire comprendre, lui dire qu'il ne faut pas être saoul. Et c'est très intéressant parce que le poème a été écrit avant la révolution de l'Iran. Alors l'Iran était un royaume à l'époque où il n'avait pas beaucoup de problèmes avec boire de l'alcool. Mais c'est ce qui le rend intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règle qui interdit l'alcool, mais il y avait aussi également beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout avoir une personne saoule dans la rue. Je vais expliquer vers par vers et après dire la conclusion. Alors, la première vers dit le garde voit le saoul et lui prend par le chemise, comme ça. Alors, comme ça, regarde où tu vas. Le saoul, il dit ça c'est une chemise, pas. Oh là là, j'ai oublié le mot. Laisse-moi le chercher. Je suis désolé, j'oublie. Laisse, on dit, je ne sais pas, on dit laisse, pour les animaux. Oui, c'est ça, une laisse. Alors, il dit que c'est un chemise, pas une laisse. Alors, ne me prends pas comme ça. Le garde, il répond, tu es saoul, c'est pourquoi tu te promènes comme ça. Tu te promènes d'une manière désorganisée. Il répond, le crime n'est pas que je me promène, mais c'est le chemin, c'est la route qui n'est pas plat. Ça se fait référence à la société à l'époque où il y avait beaucoup de difficultés pour progresser. Alors c'est très métaphorical. Il dit que c'est moi qui ne sais pas se promener, mais c'est le chemin qui me fait me promener comme ça. Le gars, il répond, il faut que je ramène chez le juge. Alors à l'époque, le système d'une ville en Iran était hiérarchique, d'une manière qu'il y avait un gouverneur en plus haut. Après, il y avait un shérif ou un gendarme au pouvoir. Et après, il y avait un juge. Alors, 3 personnes, on peut voir. Il dit, il faut que je te ramène chez le juge. Le saoul répond, c'est la minuit, le juge n'est pas éveillé. Le gars répond, alors la maison du gouverneur est prête, on va y aller. Et il dit, comment tu sais s'il n'est pas en train de boire? Alors c'est l'ironie qu'il fait référence à beaucoup de corruption entre les gouverneurs à l'époque qui boivaient dans la minuit pour ne pas montrer qu'il était corrompu. Après le gars, il dit laisse-moi appeler le gendarme quand tu t'endormes dans la mosquée. Alors ça c'est bizarre. Il répond comme je suis un criminel, je ne peux pas rester dans la mosquée, c'est interdit. Le gars il répond donne-moi 1 centime qui à l'époque était aussi cher et libère-toi. Alors on voit que le gars est en train d'essayer de faire le saoul qu'il le soudoie. C'est toujours le but du garde.
Et le Soul, il répond que c'est pas permis dans la religion de donner de l'argent pour ça. Le garde, il répond, je vais te priver de tes vêtements pour l'endommagement que tu vas me faire. Et il dit, ce n'est qu'un chemise élimé et complètement détruit. Il n'y a que fabrique dans mon chemise. Et il parle, regarde, tu n'as plus ton chapeau sur la tête. Alors, à l'époque, on dit que les chapeaux montraient vraiment le pouvoir, la bienveillance, une hiérarchie d'une haute position à l'époque. Alors, il n'a plus son chapeau dans la tête et il lui dit, tu n'as plus ton chapeau sur la tête. Et il répond, il faut avoir de savoir dans la tête, pas forcément le chapeau. Alors, c'est-à-dire, ça fait référence aux gens à l'époque qui étaient au pouvoir. Ils avaient les chapeaux, mais pas vraiment la compétence pour pouvoir gouverner la ville. Et il dit que c'est pas un problème si j'ai pas mon chapeau. À la fin, le garde, il dit, il faut je ne sais pas comment dire, il faut qu'on t'abîme avec la laisse comme un animal. Il faut que les gens qui ne sont pas saouls viennent t'abîmer, viennent te réprimander avec la laisse. Et il répond juste à la fin que je ne vois personne qui est conscient. Montre en moi une. Alors, le poème, en général, c'est une conversation entre une personne qui est appelée dans la poème le soul et un garde qui l'a trouvé. Mais on voit très bien pendant le poème que le garde, il ne sait pas vraiment répondre les phrases très bien faites de Soul. Alors ça montre que ce qu'on appelle pendant la poème le Soul, il est conscient et au contraire, c'est le garde qui est Soul. Et ça montre la société à l'époque en Iran, qu'il y avait des personnes qui faisaient semblant d'être conscients, mais ils n'étaient que des gens saouls et corrompus. Et voilà, c'est ça. Merci Hossein, c'était une très bonne explication. J'ai beaucoup aimé. J'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est si c'était le but de la poète. Comment on dit poétesse, peut-être, au féminin. Mais quand vous avez raconté, moi, ça m'a fait sourire quelquefois. J'ai trouvé ça amusant. Est-ce qu'il y avait une volonté comique aussi en écrivant ce poème ou seulement contestataire? Je dis que oui, bien oui, c'est le cas parce que Parveen, elle avait toujours cette manière de s'exprimer avec beaucoup d'ironie. Oui, d'accord. Oui, voilà. Bah merci, c'était très intéressant également. Vous présentez vraiment de belles œuvres aujourd'hui. Je suis très contente de cette séance. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Hossein? Non. Alors, est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran? Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous continuons avec Laura. Alors, laquelle? Solano? Laquelle? Voilà. Merci. Bonjour Laura. Bonjour. Comment est-ce que je vais vous partager? Alors, vous allez en bas, vers le bas, et il va y avoir une bande noire et il y a écrit écran partagé avec une flèche qui monte là. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, si je fais mon écran, mon partage d'écran.
Tac. Je peux plus le faire. Attendez, mon ordinateur. Ah mince, excusez-moi, je me suis trompée. Tac. Ok. J'ai cliqué pour... Vous avez vu écran partagé? Bah, je suis en train de partager la présentation. Voilà. Super. Ah non, je me suis trompée. Et je charge. J'attendrai. Mais je sais pas pourquoi. Ça charge, c'est ça? Oui. Alors, j'essaie juste une chose. Mais je crois que si je fais ça, voilà, je peux pas. Vous pouvez pas me... la partager à tout le monde. Hop. Et ouais. Je voulais vous montrer comment faire, mais moi, si je fais un partage d'écran, après, j'arrive pas à montrer non plus la manœuvre. Voilà, vous pouvez cliquer. Merci. C'est ça que je te rends. C'est ça? Alors, il y a écrit charger, oui. Normalement, on doit pouvoir l'ouvrir. Moi, je suis obligée de l'enregistrer, mais c'est pas grave. Je vais faire ça. Hop. Et voilà. Je vais vous dire si ça fonctionne. Hein. D'accord. Oui, il est là. C'est un PowerPoint? Ouais. Ah ouais, bah alors mon ordinateur, il veut pas l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer. Vous n'avez pas PowerPoint? Bah oui, je l'ai pourtant. Je comprends pas. Demandez aux autres étudiants s'ils ont réussi. Ouais. Ah, volontiers, merci. Parce que moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Il y a écrit échec. Voilà, vous pouvez faire le partage d'écran? C'est gentil. C'est bien la technologie, hein, finalement, on trouve toujours des solutions. Mais vous arrivez ou non? Ah oui. Okay. Super. Merci. Alors, on peut commencer. Ok. Donc, je vais vous parler d'un artiste péruvien. Et en fait, je n'ai pas trouvé un artiste colombienne, malheureusement. Mais c'est à peu près proche de nous. Donc, on est tous ensemble. C'est bien. Donc, Victoria Santa Cruz, ou avec le nom complet, Victoria Eugenia et Santa Cruz Gamarra. Et comme vous savez, en Amérique du Sud, on a les noms complets, mère et père, les noms de famille. Donc, né à Lima, à Pérou, et il est décédé aussi à Lima, Pérou. Mais il était bien connu grâce à la chorégraphie et la composition et aussi il a défendu tellement tous les luttes contre le racisme en Pérou. Et il a fait partie des mouvements afro-péruviens. Et donc, ouais, il est un des principaux exponents de la culture afro-péruvienne, aussi grâce à tous les drames et on peut dire l'exposition qu'elle a fait. Et grâce à une bourse française, elle a étudié à Paris. Mais aussi elle a grandi à Pérou. Et pendant sa jeunesse, elle a eu un moment un peu dur
quand il avait quel âge, 8-10 ans. Dans ces poèmes, on peut les voir après. Et l'histoire, vraiment, c'est que il était avec ses collègues de l'école, tous les enfants jouaient ensemble, et une fille arrivait, une fille avec les cheveux blonds, la peau blanche, et elle arrivait, elle disait tout le monde, non, mais si la fille noire va venir jouer avec nous, je quitte les jeux maintenant. Donc, c'était quelque chose qui restait toujours avec elle. Et donc, après toutes les expériences de sa vie, aussi, elle a créé et dirigé des projets culturels. Et voilà. Donc, voilà. Et elle est la mère de la danse et du théâtre afro-péruvien. Elle a créé le théâtre national à Pérou à l'époque. Voilà. Et donc, les poèmes, c'est un peu long. Donc, je l'ai divisé par 3 parties. Et ça s'appelle Me gritaron negra. C'est peut-être la traduction, c'est son crier noir. Je me crier noir. Voilà. Et au début, elle commence et elle tenía 7 años apenas. Donc, elle avait à peu près 7 ans. Et apenas 7 años. Donc, juste 7 ans. 7 años. Encore une fois. Et elle fait beaucoup la répétition dans ce poème. Et no llegaba a 5 siquiera. De pronto, unas voces en la calle. Donc, elle commence à raconter l'histoire que je viens de parler, pardon. Donc, elle commence à parler des petits enfants qui arrivaient. Me gritaron negra, elles sont criées noir. Negra, noir, 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 noir. Et elle se demande, est-ce que je suis née noire? Et si, c'est oui. Voilà. Et on peut continuer toute l'histoire. Mais la part que j'aimerais bien parler, avant de vous montrer les vidéos, c'est plutôt la dernière part de la présentation, s'il te plaît, Hussein. Voilà, non, la prochaine, s'il te plaît. Non. La prochaine est, comment on dit, slice. Next slice. Ah oui, désolé. Voilà, c'est cette part. C'est la part que j'hésitais vraiment parler. Qu'il marque negra, negra soy. Noir, je suis noir. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. À partir de maintenant, je ne veux plus redresser mes cheveux. No quiero, je ne veux pas. Y voy a reírme de aquellos. Et je vais rire de ça. Que por evitar, según ellos, que por evitar, según eux, que por evitarnos algún sinsabor, que pour nous éviter un peu de dégoût, me llaman a los negros gente de color. Ils sont appelés les noirs de couleur. ¿Y de qué color? ¿Y quelle couleur? Negro. Y qué lindo suena. Noir. Et comme ça, sont bien. Donc, pourquoi je suis cette partie du poème? Parce que à la fin, elles se sont fortes et elles réaffirment ses racines et afro. Et aussi, c'est quelque chose pour se sentir un honneur d'être et
cette race et voilà. C'est un bel message. Donc, dans la... comment on dit? Deux slides avant. Je sais pas comment on dit en France. La fenêtre, peut-être. La fenêtre précédente. Diapositive, s'il te plaît. La diapositive, merci Hossein. Voilà. Alors, je montre la vidéo ou... Oui, c'est la vidéo les poèmes, mais il y a les sous-titres en français. Super. Voilà. Dis-moi si vous l'entendez. Alors non, je pense que... Moi, j'entends. Moi, j'entends. Moi, non. Peut-être, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Merci, Assaï. Merci beaucoup, Laura. Un très beau poème. Et c'est intéressant de voir la vidéo, du coup. Et elle a... L'auteur, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Victoria Santa Cruz. Elle a... La personne de la vidéo, c'était elle. Oui, j'avais compris, mais elle a mis en danse son propre poème, c'est ça? Enfin, il y a des petits mouvements, elle a fait les deux. C'est quelle année vous avez dit? J'ai oublié. Les poèmes ou la maison? Poème. C'est 1978. 78. Ah oui, ben on est en plein dans la Révolution noire aussi, un peu aux États-Unis avec les Black Panthers et tout, donc on retrouve ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, c'est une femme, donc ça fait vraiment, voilà, elle s'impose en tant que noire, que personne noire et que femme. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Laura? Vous avez vraiment bien travaillé, je suis contente. Honnêtement, je suis désolée, je pensais que ça allait prendre 1 heure et vous avez tellement bien travaillé qu'on va faire les 2 heures de visio aujourd'hui. Donc, je vous félicite parce que vous avez apporté beaucoup de choses aujourd'hui dans ce cours. On va continuer à avec Tomoko et du coup, après, je crois qu'il restera juste Laura, Rojas et puis c'est tout. Oui. Bonjour. Vraiment, je me suis trompée. J'ai choisi le poème sur l'amour. C'est pas grave, vous n'êtes pas la seule. Il y a Hara qui a choisi un poème sur la vie et la traversée de la vie. Vous serez complémentaires comme ça. C'est pas, j'avais dit contestataire de préférence parce qu'on a étudié ça, mais après, on peut écouter tout ce que vous avez fait, c'est bien. Donc un poème d'amour, ça changera, c'est bien, on va être heureux après ça. Oui, je vais commencer. Je vais présenter Tahi Saihate. Elle est une poète et romancière japonaise, née dans la ville de Kobe, préfecture de Hyogo. Son nom est assez bizarre, Tahi Saihate. Elle a expliqué que son pseudonyme n'a pas de signification particulière. Elle ne montre pas son visage en prenant des photos. Elle apparaît du dos ou elle se cache derrière son livre parce qu'elle n'aime pas montrer son identité pour ne pas influencer les lecteurs. Elle ne publie donc un profil minimum. Et c'est intéressant, elle écrit son poème sur son iPhone. Je vais montrer.
c'est un gif de son processus d'écriture. Elle essaye d'intégrer la poésie moderne et l'art médiatique. Et je vais lire en japonais. 君が生まれた日のことを私は知らない。深い眠りで体温がひどく下がること。君が私以外に誰とも喋りませんように。風にすら包まれてほしくない。夕立の中で君が言った言葉は、どこにも記録せず、私が生きる限り存在する結晶にするんだ。今、君と手をつなぐ。君の体温が私の血に、心臓に届く。氷の死。C'est en français. J'ai traduit. Je ne sais pas le jour de ta naissance. Le sommeil profond provoque une terrible baisse de la température corporelle. Puisque ne parler à personne d'autre qu'à moi, je ne peux pas que tu sois enveloppé dans le vent. Les mots que tu dis sur la pluie ne sont enregistrés nulle part. Ce sont des cristaux qui existent aussi longtemps que je vis. Maintenant, on tue ton nom par la main. Ta température corporelle atome mon sang et mon corps. Poésie de grâce. C'est un poème sur l'amour. Elle a employé plusieurs phrases négatives, ce qui signifie que je t'aime très fort. Elle a parlé dans la postface de son livre. Sur le fait qu'il s'en est peut confirmer la réalité d'être en vie. Les gens vivent avec le fait qu'ils existent, même s'ils n'ont pas confirmé le jour de la naissance, le lieu de naissance ou le temps de jour de la naissance de leur propre Dieu. Et les jours suivants, comme la réverbération de cela. Au moment présent, on peut vivre. Donc, elle accepte tous les jours comme ils sont. Elle considère que la vie est positive. Donc, j'aime bien et je laisse à Dieu. Et voilà. Merci Tomoko. Alors, j'aime bien. Vous avez fait la traduction vous-même? Oui. J'avais entendu, je sais pas, hein, je connais mal le japonais. J'avais entendu que c'était une langue très poétique et que la traduction c'était pas toujours facile en français ou dans des langues qui sont moins métaphoriques, moins poétiques. Donc là, ça a un joli rendu, ça rend bien. Bravo. Oui, on est un peu dans l'esprit de la poésie. Et ben rien, après c'est amusant parce que vous avez bien expliqué comment on dit la démarche de la poète hein, qui cache son visage. Ça m'a fait penser à Daft Punk qui était donc un groupe de français. Ils viennent de se séparer il y a quelques mois, mais ça m'a fait penser à ça. Pour garder l'anonymat, c'est ça, et ne pas influencer les lecteurs. Hein, c'est ça que vous avez dit? Oui, c'est assez amusant. C'est original du coup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Tomoko? Il y a une question. Oui. Je sais que normalement, les Japonais et les livres japonais commencent dans la dernière page. C'est contraire de livres français, oui, c'est ça. Donc, comme tu lis ces poèmes, tu as lu ces poèmes, mais quand tu lis les poèmes, c'est aussi,
tu commences de la dernière tout en haut ou comment ça marche? Normalement, quand l'écrivain écrit un poème, c'est comme ça ou c'est comme ça? C'est horizontal ou c'est vertical? Elle a écrit les deux. Elle est très liberté, donc verticale et aussi, c'est comme on dit, Horizontal. oui, c'est les deux. Elle a écrit. Et les poèmes, les petits extraits que tu as trouvés, c'est comment ça s'écrit? C'est vertical ou c'est horizontal? C'est horizontal. Mais au Japon, dans le livre, normalement c'est vertical. D'accord. Oui. Alors, Cool. excusez-moi, c'est une question très intéressante. Alors, si c'est horizontal, ça va être de droite à gauche ou à gauche de droite? Gauche à droite. Ah, d'accord. Comme français et anglais alors? Oui, c'est ça. Donc c'est contraire de ton langue, non? Oui. Persan, c'est de droite à gauche. Ah oui. Tu sais pas pourquoi, dans le poème de Saïd, même si c'était à droite, j'ai compris que c'était à droite. Mais dans ce cas, je savais pas parce que même peut-être il y a des lignes comme ça. J'étais en train de dire, mais on ne sait pas. Merci Tomoko. Merci beaucoup. Très bien. On va écouter la dernière intervenante qui sera Laura. Laura Rojas, oui. Moi. Voilà. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais pas faire un partage d'écran, mais je vais commencer à parler. Et je vais parler de Gabriela Mistral. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Elle est une poétesse, on peut dire comme ça. Je crois qu'on peut dire poétesse, oui. Oui, elle est chilienne. Et moi j'aime bien les poètes, poétesses et chanteurs chiliens parce que ils ont vraiment vécu une époque, je pense qu'en Amérique latine en général, mais au Chili c'était vraiment compliqué à cause de la dictature et tout ça. Donc il y a beaucoup des auteurs qui parlent à propos de tout ça, de l'inégalité sociale et tout. Bon, cette fois j'ai choisi Gabriela Mistral. Elle est née en 1889 et elle est décédée en 1957 à l'âge de 67 ans à cause d'un cancer. Et son prénom original c'est Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy y Alcayaga. Donc, elle a juste choisi son pseudonyme, c'est comme Gabriela Mistral, mais c'est à cause de ces deux poètes préférés qui sont Gabriel D'Annunzio, italienne, et Frédéric Mistral. Donc, elle a mixé les deux, le prénom et le nom de famille. Et ça donnait Gabriela Mistral. C'est plus facile. Elle était consacrée à l'éducation quand elle était au Chili parce que son père il était éducateur, donc elle aussi elle était enseignante. Elle a travaillé comme enseignante pendant 15 ans. Mais l'intéressant c'est qu'elle n'a jamais allé à l'université. Elle n'est jamais allée à l'université pour suivre des études. Elle est devenue enseignante juste comme ça, en apprenant. Mais elle était enseignante rurale. Alors, vraiment, en Amérique latine, l'éducation rurale, c'est très compliqué. Pas tout le monde a l'accès à l'éducation dans la campagne. Donc, un professeur rural, il est vraiment dédié parce qu'il n'a même pas les sources ni rien pour enseigner. Donc, c'est vraiment une vocation. Alors, en 1922, elle était invitée par le ministère de l'Éducation du Mexique pour
pour aider à construire un programme et des textes didactiques pour l'éducation au Mexique. Après, elle est allée aux États-Unis, elle a fait des voyages par Europe, mais surtout, elle a fait beaucoup de voyages en Amérique latine et elle a appris à lire et à écrire aux enfants de la rue, aux femmes, parce que bon, à l'époque, les femmes ne savaient pas écrire ni lire, je crois qu'elles ne savaient même pas les trois, surtout à la campagne, c'était juste se marier, avoir des enfants et c'est fini. Donc, elle est vraiment, maintenant, on dirait, elle est considérée un icône féministe aussi grâce à ça. Parce qu'elle a fait, bon, elle a créé plusieurs œuvres, mais une de ses œuvres plus importantes, c'est un livre qui s'appelle, Le livre s'appelle Lecturas para Mujeres, c'est lecture pour les femmes. Donc, c'était vraiment des lectures des poèmes, des petites chansons pour les femmes, mais elle a gagné le prix, en 1945, elle a gagné le prix Nobel de littérature. Et c'était aussi trop bien parce que c'était la première femme hispano-américaine à gagner un prix Nobel de littérature. Donc, c'était trop bien. Et c'est aussi parce qu'elle écrivait ses poèmes avec, on dirait, comme les règles de l'écriture, mais d'une manière très simple. Elle n'est pas restée dans le niveau académique, mais on dirait qu'elle a baissé son niveau pour que tout le monde puisse comprendre ses poèmes. Donc, c'est grâce à ça qu'elle a gagné son prix de littérature. Et bon, elle a construit des textes didactiques pour l'apprentissage aux enfants, les femmes et les ouvrières. Donc, elle était vraiment une femme dédiée à la population générale, on dirait. Elle n'était pas très académique. Et bon, donc je vais lire un petit extrait, bon, un petit poème, parce que ces poèmes sont très longs. Elle a écrit des poèmes tristes. La plupart de ces poèmes sont tristes. Et bon, et ils sont surtout très longs. Donc, j'ai essayé de trouver un peu court qui s'appelle Miedo. Alors, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan en las praderas. Cuando llegue la noche y a mi lado no se acuesta, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Y cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Bon, c'était un petit poème qui parle dans son livre de lecture pour les femmes. Elle a écrit surtout des poèmes à propos de la maternité. Donc, ce poème parle de la peur que les mères sentent quand ces filles elles grandissent et elles vont se marier ou elles vont partir. Donc, c'est ça. C'était ça le poème. Et voilà. C'est tout. Merci Laura. Le titre du poème, c'est Miedo, c'est ça? La peur? La peur, oui. D'accord, merci. Alors, c'était intéressant aussi. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, hein, parce que aucun, à part Gilberto Gil, mais aucun des poètes que vous avez présentés, je ne les connaissais. Donc, je ne suis pas très calée en littérature étrangère. Est-ce que quelqu'un a une question pour Laura? Ça va? Alors, une poète chilienne, hein, vous avez dit. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'historiquement, on apprend des choses aussi. Je suis désolée, j'avais prévu 1 heure de visio. On a fait quasiment 2 heures ce vendredi. Mais comme ça, on termine sur une touche positive. Je vous félicite à tous pour le travail que vous avez fourni aujourd'hui. C'est sûr qu'en classe, ça aurait été peut-être plus sympathique, mais on s'en sort pas mal hein, avec la visio. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. C'était pas évident
pour la visio au départ, voilà, parce qu'on est tous on se connaît pas, c'est difficile de commencer un cours juste par visio. Finalement, je suis contente du résultat. J'espère que vous avez apprécié les cours malgré tout. Et c'est pas évident, je voulais pas faire 5 heures de visio par semaine juste pour la littérature, sinon on allait devenir fou, vous comme moi. Voilà, je reste disponible par mail hein, si vous avez des questions d'ici l'évaluation numéro 2, n'hésitez pas à m'écrire. Et finalement, je vous dirai au revoir le 6 mai, hein, en vrai. Voilà, oui. L'examen, c'est à 6 mai à quelle heure? Pour moi, alors, attendez, je vérifie. Je sais pas, je sais jamais la date. Je vérifie la date quand même. Le 6 mai à 13h30. Vous avez dû recevoir le calendrier de Madame Faupin. Je pense qu'elle vous a envoyé le calendrier des examens pour cette semaine. Vous pouvez finalement, vous vous êtes arrangé, Hossein, d'ailleurs, pour faire les examens? Oui. Ok. Bon, bah tant mieux. C'était un peu compliqué. Et voilà. Alors, à bientôt. Merci encore pour votre participation et votre sérieux. Je crois que j'ai rendu tous les devoirs que j'ai reçus. Oui. Donc, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le dictionnaire Oui, évidemment. J'ai oublié de le dire. Un dictionnaire français, hein, uniquement. Pas un dictionnaire bilingue. J'en apporterai de toute façon. Mais prenez le vôtre si vous voulez. J'essaye de ne pas oublier. La première fois, je n'ai pas oublié. Donc, je vais essayer de ne pas oublier la deuxième fois. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end, bonne révision si vous révisez la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.